Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons un grand reporter qui a foulé de nombreux terrains de guerre au cours de sa vie professionnelle. Les crises planétaires, les vies sacrifiées, il a pour habitude de les raconter à la télévision. Mais s'il fait étape ce matin sur ce plateau, c'est parce qu'il a décidé de retracer les dernières heures d'une femme qui a choisi de programmer sa mort. Bonjour Thomas Misraki. Bonjour Damien. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Le dernier soir, c'est le titre du livre que vous avez sorti il y a quelques jours aux éditions Grasset. Alors c'est l'histoire vraie, je le précise, d'une femme de 77 ans, fatiguée par la vie, qui a décidé de se donner la mort. Et au moment d'accomplir son dernier geste, elle désirait une chose, que vous soyez à ses côtés. Déjà, je voudrais que l'on soit clair. Est-ce que cet ouvrage, finalement, c'est un plaidoyer pour l'euthanasie ? Pas du tout. Ce livre, c'est d'abord un récit. Oui. Le récit des dernières heures que j'ai passées avec une amie. C'est l'histoire de cette femme extraordinaire, c'est l'histoire de ses combats aussi, et on va peut-être en reparler tout à l'heure. Oui. Mais, voilà, c'est avant tout un témoignage d'amour, un témoignage d'amitié, et j'espère que c'est une belle histoire. Mais qui a écrit ce livre ? Est-ce que c'est vraiment Thomas Misraki, le journaliste qui a suivi une femme de 77 ans, qui avait envie de raconter cette histoire ? Ou bien est-ce que c'est aussi le membre de l'association pour le droit de mourir dans la dignité ? Puisque vous le dites dans ce livre, vous cotisez aussi pour cette association-là. Ouais, ni l'un ni l'autre. C'est un ami qui a écrit ce livre. C'est un ami, vraiment. D'abord, ce livre, je ne savais pas que j'allais l'écrire, ouais. Je ne voulais pas l'écrire, je n'étais pas là ce soir-là pour écrire un livre, j'étais là pour soutenir une amie dans une démarche très particulière. Oui. Et ce livre, je l'ai écrit un peu moins de 2 ans après, parce que je commençais à oublier cette histoire, elle commençait à s'effacer, il y avait des choses qui s'éloignaient. Et je me suis dit, il faut que je le garde, ça, pour moi. Il faut que je le garde avec moi. Et ce qui s'est passé, c'est tout simple, c'est que une fois que j'ai écrit ce livre l'été dernier, je l'ai fait lire à un autre ami qui connaissait la personne dont je parle dans ce livre, et il m'a dit, il faut que tu fasses publier ça. Malgré tout, est-ce que vous n'avez pas peur de devenir, malgré vous, le porte-parole des pro-euthanasie avec ce livre ? Parce qu'on comprend bien que vous êtes aussi favorable à ce projet de loi qui pourrait arriver dans les prochains mois de la part d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être un porte-étendard de cette cause-là ? Alors, j'ai peur de beaucoup de choses, Damien, mais pas de ça. Pas de ça. Parce que je ne veux pas être un visage, je ne veux pas être le porte-drapeau, l'étendard de cette cause-là. Moi, c'est une cause que je défends, pour laquelle je me bats assez passivement, puisque je suis un membre de cette association dont vous parliez, mais un membre passif. Et je ne veux pas être leur porte-parole. Ce que je veux, en revanche, c'est que le président de la République, conformément à ses engagements, laisse ce choix-là aux Français, le choix de mourir dans la dignité. Eh bien, on va poursuivre cet entretien dans quelques instants. Thomas Misraki, je vous propose tout d'abord de découvrir les news médias présentés par Sarah Lecoeuvre. Allez Sarah, on commence ces infos médias tout d'abord avec évidemment le vainqueur de Star Academy. Et ouais, c'était samedi soir sur TF1 et avec plus de 55% des voix, c'est Pierre qui a remporté la 11e saison. Et le Normand de 21 ans s'est distingué en interprétant notamment Cor avec la chanteuse Iseult ou encore Le Temps des cathédrales, c'était avec Patrick Fiori. Il était face à Julien qui est donc 2e et n'a pas démérité puisque Julien a suscité 44% des voix. Est-ce que le journaliste, le reporter que vous êtes parfois se laisse distraire devant des émissions de divertissement comme Star Academy? Évidemment, ça vous arrive? C'est l'émission de divertissement par excellence, la Starac. Évidemment, on est avec eux, on vit avec eux, on les voit progresser, se planter parfois, revenir au combat, se relever. Donc c'est génial. Puis qui n'aime pas la musique, qui n'aime pas la chanson. Il arrive que TF1 fasse parfois appel à ses visages d'antenne pour de toutes autres émissions qui n'ont rien à voir avec votre métier premier. Je pense notamment à Masked Singer, Danse avec les stars. Ce sont des programmes qui vous intéresseraient si demain la direction de nouveau. Moi, je suis pas une star. Je suis pas une star. Quand même, Thomas Misraki. Vous êtes bien plus star que certaines stars qui participent à Danse avec les stars. Alors, je suis pas sûr que TF1 fasse appel à moi pour ça, en tout cas. Et ça vous plairait pas spécialement? Je n'y ai jamais réfléchi, pour être complètement honnête. Il faudrait que vous y pensiez et que vous veniez nous voir pour nous donner une réponse. Allez, on poursuit ces infos médias, Thomas Misraki, avec Teddy Riner qui a posé un lapin à Laurent Delahousse. Hier soir, le judoka avait rendez-vous sur le plateau de 20h30 le dimanche sur France 2, aux côtés du créateur de mode Simon Porte-Jacquemus et de la chanteuse Santa. Mais il n'est jamais arrivé.
Alors le présentateur Laurent Delahousse y a cru jusqu'au bout, puisqu'il précisait tout au long de l'émission aux téléspectateurs que le sportif était sur sa moto-taxi et que sans doute il arriverait, mais non. Teddy Riner s'est excusé quelques minutes plus tard sur les réseaux sociaux et il a expliqué qu'il n'a pas pu être là à cause du contrôle antidopage. Alors il faut rappeler qu'hier soir, le judoka se trouvait à l'Accor Arena où il a remporté son 8e titre au Paris Grand Slam, faisant de lui le recordman de trophées à Paris. Alors vous avez longtemps été aussi aux commandes de Tranche Info, notamment sur BFM TV. Est-ce que vous avez déjà vécu une telle galère, un invité qui vous fait faux bond en dernière minute? Oui, ça a dû arriver, mais je m'en souviens pas parce que sur les chaînes info, par essence, ça continue quoi qu'il arrive, donc on a toujours des choses à dire ou à rajouter après, donc c'est pas le même stress que pour un 20h. Oui. Ceci étant dit, moi j'ai eu le plaisir de rencontrer Teddy Riner. Ah oui. C'est un type extraordinaire, un vrai gentil. Donc voilà, s'il n'a pas pu s'y rendre, c'est qu'il devait avoir une bonne raison, j'en doute pas une seule seconde. Oui, absolument. Et il revient la semaine prochaine, dimanche prochain. Ah bon, peut-être qu'il sera encore en retard. Il sera là, non, là je pense qu'il va partir 2 heures avant. Il dormira sur le plateau la veille. Allez, on termine ces infos, Sarah, avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 10. Oui, le 10, comme les 10 mois durant lesquels Frédéric Tadei sera resté sur CNews. Le présentateur a confirmé son départ de la chaîne Info ce week-end aux Parisiens. L'émission n'était pas assez regardée, a-t-il confié. Alors l'ancien présentateur de Ce Soir ou Jamais animait les visiteurs du soir. C'était de 22h à minuit le dimanche, depuis février 23. Mais les audiences étaient bien en deçà des attentes de la chaîne Info sur cette tranche, aux alentours de 100 000 téléspectateurs en moyenne et moins d'1% de part de marché, ce qui est assez faible. Il s'est donc arrêté en fin d'année, remplacé par Olivier de Kerenfleck. En tant que journaliste, est-ce que vous regardez ces news? Ça vous arrive? Bien sûr, oui. On a toutes les chaînes info dans la rédaction de TF1, BFM TV, CNews, LCI, France Info Télé. On a des quads, vous savez, c'est divisé en 4 et tout. Ouais. On est obligé de regarder les infos, on est obligé de regarder les idées des uns et des autres. Ça fait partie de notre métier. Et quel regard vous portez sur la percée de CNews au cours des derniers mois? C'est vrai qu'il est une chaîne d'information continue qui devient quasiment première chaîne d'info. En tout cas, ça a été le cas sur une semaine en décembre dernier face à BFM TV. D'abord, bravo à eux. Oui. Ensuite, ça répond à une offre. Faut jamais prendre les gens de haut. Si les gens regardent CNews, c'est qu'il y a un besoin de ce type d'information, de ce type de débat, qu'ils arrivent à accrocher un public. Donc bravo, ils ont trouvé leur créneau. C'est pas les seuls. LCI progresse beaucoup aussi, a progressé beaucoup ces derniers mois, ces dernières années. De la même manière, la chaîne Info de TF1 répond à une demande. Donc voilà, je trouve que l'info c'est bien segmenté en France. Il y a BFM TV qui est toujours sur l'événementiel, CNews qui est sur le débat politique de droite, parfois un peu plus à droite que la droite, LCI qui fait une offre de décryptage, beaucoup d'actualités internationales, et les gens vont picorer là chez BFM TV, là chez CNews, là chez LCI, chez France Info aussi. Donc c'est très bien, on a un marché mature, c'est fabuleux. Et on vous retrouve sur les antennes du groupe TF1, mais également en librairie depuis quelques jours avec votre livre, Le Dernier Soir. Alors vous avez sorti il y a quelques jours ce livre aux éditions Grasset. Vous y racontez le parcours de Sylvie. 77 ans, cette femme a choisi de se donner la mort et pour l'accompagner dans son dernier geste, elle vous a demandé d'être à ses côtés. Déjà une toute première question, comment vous l'avez rencontrée cette femme? Grâce à Hugo Clément. Grâce à Hugo Clément. Oui, parce que Hugo Clément l'avait interviewé pour Combini, je crois. Et j'avais vu cette interview qui m'avait marqué. Donc j'ai trouvé son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Je présentais à l'époque 7 jours BFM sur BFM et je lui ai dit voilà, j'aimerais bien vous interviewer. Donc je suis allé chez elle. On a fait l'interview, on a parlé avant et après comme ça se passe, vous le savez, dans ce genre d'interview. Et on s'est revus, déjeuner, puis dîner, puis dîner, puis on est partis en vacances ensemble, puis on est devenus amis. J'ai rencontré sa famille. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Il faut peut-être préciser qui c'est, on la reconnaît, c'est Jacqueline Janquel, ex-vice-présidente de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Pourquoi vous avez changé son prénom? Elle s'appelle Sylvie dans le livre. Oui, parce d'abord, on se doutait bien que les journalistes allaient trouver qui était Sylvie, mais voilà, on a choisi de la protéger au départ. Voilà, on savait pas très bien, moi je savais pas très bien comment faire les choses, donc j'ai raconté cette histoire comme si c'était pas elle, parce que cette histoire, moi je voulais pas l'oublier. On a changé son nom, celui de ses enfants, des détails aussi, voilà, pour protéger sa famille. Bon, évidemment, ça n'a pas duré très longtemps, puisque dès les premiers articles dans Le Monde ou la Tribune Dimanche, elle a été... j'ai utilisé le mot « outée », mais enfin, voilà. Elle a été découverte. Pour quelle raison cette femme a-t-elle décidé de se donner la mort? Parce qu'elle ne voulait pas... Parce qu'elle aimait la vie. Voilà.
Elle s'est donné la mort parce qu'elle aimait la vie, parce qu'elle avait eu une vie extraordinaire et qu'elle ne voulait pas se voir dissoudre, se voir dépérir, être privée de tout ce qui faisait ses joies. Voilà. Et donc, elle s'est dit, il faut que je puisse faire ça au moment où je suis encore en capacité de le faire, où j'ai toutes mes capacités physiques, intellectuelles. Voilà pourquoi elle s'est donné la mort. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un moyen, peut-être, et c'est vraiment la question qu'on se pose en lisant ce livre, que cette mort n'est pas forcément inéluctable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des joies, à partir du moment où on a un but dans la vie, finalement, on n'a pas forcément envie de se donner la mort à ce moment-là. C'est peut-être ça qui lui manquait à cette femme aussi. C'est peut-être un but, c'est peut-être quelque chose grâce auquel elle pouvait s'accrocher à la vie. Oui, peut-être qu'il lui manquait quelque chose. Moi, je crois qu'il lui manquait pas grand-chose. Je pense que c'est une réflexion qu'elle avait depuis plusieurs décennies, qu'elle s'était engagée intellectuellement à finir sa vie de cette manière-là. C'était une dame qui n'avait pas de problèmes financiers, pas de problèmes sociaux, qui était très entourée, qui a 3 enfants formidables. Et donc, moi, je pense que c'est plutôt de l'ordre de la philosophie et de l'engagement, presque. Elle croyait en cette cause, elle se battait pour que les gens aient le choix de mourir dans la dignité, de la manière dont ils l'entendaient. Et c'est peut-être le dernier acte de ce combat. Enfin, elle le dit quand même que le paramètre, le manque d'argent a pu être un des paramètres qui a motivé aussi sa décision. Le fait de pouvoir se payer un EHPAD qui est très très cher en France. Bien sûr, alors elle aurait très certainement eu les moyens de se payer un EHPAD, effectivement, mais elle voulait continuer à vivre comme elle vivait. Elle avait calculé que globalement, elle avait de l'argent pour vivre comme elle l'entendait jusqu'à 75 ans, et qu'après, ce serait plus difficile. Elle aurait pu encore demander de l'argent à son ex-mari, elle aurait pu faire plein de choses, mais elle avait choisi de ne pas le faire. Donc évidemment, l'argent a été l'une des raisons pour lesquelles, mais pas la raison fondamentale. Vous savez, c'est des petites sur-raisons qui s'ajoutent. C'est philosophique, mais elle était en bonne santé ? Oui, elle était en bonne santé. Elle avait des petites polypathologies liées à la vieillesse. Vous savez, les mains qui tremblent, les trous de mémoire, les douleurs, des petites phases dépressives. Parce qu'on nous raconte souvent que la vieillesse c'est formidable, que tout le monde est heureux de vieillir et que c'est un monde merveilleux. C'est pas forcément le cas pour beaucoup de gens. Voilà, quand les amis disparaissent, quand on ne travaille plus, quand il faut s'occuper, quand on a lu 15 fois les mêmes livres, raconté 100 fois les mêmes histoires, il y a un moment, on en a marre. Voilà. Et je pense qu'elle en avait marre, qu'elle ne voulait pas de cette vie-là. Et justement, je vais lire un court passage de votre livre, page 41. Elle s'adresse à vous à ce moment-là. « Je te vois pour que ça aille plus vite, c'est tout. 24 heures seule, c'est long, tu sais. Il m'arrive d'éprouver un ennui épouvantable. Je peux passer des heures à ressasser. Alors je te vois, je vous vois, pour faire passer le temps, pour l'oublier, pour m'oublier. Mais même cela est en train de changer, ça ne fonctionne plus. Tu sais, aujourd'hui, tout cela, vous êtes devenu un théâtre. » Plus tard dans le livre, elle va même parler de dépression dont sont atteints les personnes âgées. Est-ce que finalement, c'est pas ça le problème ? C'est l'ennui, c'est la place des personnes âgées dans la société qui peut-être devrait être revue différemment par nous autres. Ça pose cette question, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait de nos vieux ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? À quoi ils sont utiles encore dans nos sociétés ? Ce qu'on fait, c'est pas un jugement de valeur, c'est qu'on les met dans des endroits où ils peuvent passer les dernières années de leur vie. Alors, ce sont des EHPAD. Si vous avez beaucoup de chance et beaucoup d'argent, vous arrivez à être dans un endroit formidable. Sinon, vous êtes dans des endroits qui ne sont pas forcément formidables, ou malgré l'effort de tous ceux qui y travaillent, et je reconnais le travail des aides-soignants, des infirmiers, on n'a pas des vies géniales. On se lève le matin, on va dans le salon, dans le meilleur des cas, on fait des jeux, on mange au réfectoire, et c'est un cercle comme ça, sans fin. Les gens ne viennent plus vous voir, vous vous retrouvez seul. Voilà, doucement vous perdez la tête, vous perdez l'envie, et je crois que c'est ce qu'elle voulait éviter. Mais le problème aussi qu'on peut pointer aujourd'hui dans l'accompagnement des personnes âgées, c'est le manque d'unités de soins palliatifs. Selon un rapport de la Cour des comptes rendu il y a quelques mois, une vingtaine de départements ne disposent même pas de ce type d'unité. Est-ce que l'euthanasie aujourd'hui, c'est pas une solution de facilité pour un État qui n'a pas les moyens d'accompagner ses citoyens dans la dernière ligne droite ? Alors je crois que c'est pas facile du tout, l'euthanasie ou le suicide assisté. Je crois que c'est un quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux, et c'est pour ça qu'il faut légiférer là-dessus. D'abord quelques chiffres, puisque vous parliez des règles en vigueur en France. L'euthanasie ou le suicide assisté sont en vigueur dans la quasi-totalité des pays européens, beaucoup dans le nord, un peu moins dans le sud, mais même en Espagne, voilà. Je crois que le premier pays à avoir légalisé ce genre de méthode, c'est les Pays-Bas en 2001. On n'a pas constaté depuis une explosion des suicides assistés, des euthanasies, etc. Ça reste quand même très minime. En Belgique, il y a eu quand même
quelques dérives. C'est-à-dire qu'à la base, c'était réservé à des personnes qui vivent dans d'atroces souffrances. Oui. Et finalement, et c'est ce qu'on demande pour la France. Il y a eu quelques dérives. Alors des dérives. Chacun se fera une idée sur ce qu'est une dérive. Est-ce que la vieillesse, par exemple, est une maladie irréversible et incurable? À quel moment la vieillesse devient un fardeau? Quand vous êtes 5-10 ans dans un EHPAD à souffrir tous les jours parce que vous êtes vieux, parce que voilà, vous perdez la tête, parce que vous avez des douleurs, parce que vous êtes déprimé. Ça, chacun doit se faire son avis là-dessus. Ce qu'il faut, c'est que, et encore une fois, le cas de celle que j'appelle Sylvie est très différent de ce que la loi pourrait être en France. Ce qu'il faut, c'est permettre à ceux, par exemple, qui sont atteints de maladies irréversibles et incurables, de pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir, de pouvoir mourir dans la dignité. Quand vous avez une maladie de Charcot aujourd'hui, on n'est pas en capacité de vous guérir. Donc vous savez que vous allez mourir, vous savez que ça va prendre 1, 2, 3 ans et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Pour la maladie de Charcot, c'est vrai que vous aviez raison, mais si un texte de loi légalise le suicide assisté, certains observateurs estiment qu'une pression sociale finira de toute façon par s'exercer sur ces personnes âgées. Je vais caricaturer la chose, mais en gros, tu as 70 ans, il serait peut-être temps d'avoir la décence de disparaître. Est-ce que vous ne craignez pas aussi cette dérive, si le suicide assisté est autorisé pour des personnes âgées, que ces personnes-là soient à un moment donné amenées et poussées à la mort? Bien sûr qu'il y a ce risque. C'est pour ça qu'il faut les protéger. C'est pour ça que la façon dont les choses se passent dans les pays qui ont adopté ces lois, vous avez des commissions de médecins, vous avez des psychiatres, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas chez votre médecin en disant écoute, j'en ai marre, je suis fatigué, je veux mourir. Non, pas du tout. On vous voit, vous êtes examiné, ça prend du temps, vous avez un dossier, c'est un processus au long cours. Donc la loi permet quoi? De protéger la personne, de protéger son entourage, de protéger les soignants, parce que les soignants, il faut en parler, c'est très important. Il faut être sûr que eux sont d'accord. En Belgique ou en Suisse, par exemple, c'est les exemples que je prends parce que beaucoup de Français vont là-bas pour bénéficier d'un suicide assisté ou d'une euthanasie, tous les médecins ne sont pas habilités à le faire ou ne souhaitent pas le faire. Il n'y a que quelques médecins dans chacun de ces pays qui procèdent à ce type d'opération. Et vous l'avez accompagnée jusqu'au bout, Jacqueline, jusqu'à son dernier souffle. Elle vous l'a demandé. Vous n'avez pas hésité quand elle vous a posé la question? Bien sûr que j'ai hésité, bien sûr que j'ai eu peur. Je crois que on est dans un pays où, comme je l'écris dans le livre, moi je suis potentiellement quelqu'un qui... J'ai enfreint la loi en étant là ce soir-là, évidemment. Donc j'ai eu peur, et puis c'était une amie. Qui a envie de perdre une amie? Personne, pas moi en tout cas. Mais vous savez, cette question-là, c'est un vrai tabou en France. Une petite anecdote. Paul Larouturou, que vous connaissez peut-être, qui est un journaliste qui travaille pour le groupe TF1, a posté hier soir une story, comme on dit, sur TikTok. Et cette story a été bloquée par le site internet parce qu'il considérait que ce n'était pas approprié pour les réseaux. Donc ça vous donne quand même une idée de l'ampleur de ce tabou encore aujourd'hui en France. Est-ce que vous ou moi avons envie de voir quelqu'un mourir, quelqu'un que vous aimez mourir? Évidemment que non. Et pourquoi vous n'en avez pas dissuadé? Pourquoi à un moment donné vous lui avez pas dit écoute, la vie mérite d'être vécue, très simplement? Parce que sa vie, elle l'avait vécue, parce qu'elle avait fait son choix, et parce que le rôle d'un ami, vous savez, on en a parlé pendant des heures et des heures, de son choix, de mon choix aussi, et c'était pas... Et même si je l'avais dissuadé ce soir-là, vous vous doutez bien que le lendemain, ou une semaine plus tard, ou un mois plus tard, elle l'aurait fait de toutes les manières. Donc j'étais, moi, un témoin passif, mais je n'aurais rien pu faire d'autre que ce que j'ai fait ou pas fait ce soir-là. Et vous parlez de votre choix, et vous, votre choix, c'est le même que celui de Jacqueline, de mettre fin? Même choix, même âge, 75 ans, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je veux partir en pleine conscience, je veux préparer ce que j'aime à ça. Et comment d'ailleurs le prennent? Comment votre entourage prend cette décision? Vous savez, il y a ceux qui considèrent que vous allez changer d'avis, que vous êtes un peu foufou, que c'est votre nature, etc. etc. Il y a ceux qui respectent ce choix. Après, dans mes amis proches, ceux qui savent, pour moi, depuis des années et des années, moi ça fait des décennies que j'ai cette croyance, les gens se sont habitués à l'idée, mais on ne se projette pas. Moi j'en parle jamais de la mort, on en parle parce qu'il y a ce livre-là, mais c'est pas quelque chose dont on parle au quotidien, évidemment que pas. Moi mon seul souci, évidemment, c'est ma fille. Voilà, et comment vous allez lui dire? Le jour où elle sera en mesure de comprendre, elle a 6 ans, donc elle est un peu jeune, mais le jour où elle sera en mesure de comprendre, on en parlera, et elle aura une trentaine d'années le jour où moi je disparaîtrai. J'espère qu'elle sera assez forte, qu'elle sera prête, qu'elle l'aura compris. C'est un débat. Elle sera peut-être pas d'accord avec moi, elle aura peut-être d'autres croyances. Mais je suis son père, je suis aussi un homme. Et mes croyances sont les miennes, les siennes seront les siennes. J'espère que on aura
elle aura l'intelligence de me comprendre, en tout cas l'amour suffisant pour l'accepter. Mais Thomas, peut-être qu'à 75 ans, vous serez encore en grande forme, et on vous le souhaite de tout cœur. J'espère. Peut-être que vous aurez encore des projets plein la tête. Regardez, des animateurs qui ont beaucoup plus de 75 ans. Michel Drucker, par exemple, il n'a aucune envie de partir. Je suis flatté que vous puissiez penser. Je vous donne cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus frappant. C'est quelqu'un qui a encore 1000 projets en tête, qui a encore envie d'aller de l'avant. Peut-être vous aurez des petits-enfants, je ne sais pas. Vous serez peut-être heureux. Et à ce moment-là, vous vous dites, quoi qu'il arrive, Quoi qu'il arrive. Vous ne changerez pas de. Non, alors peut-être que ça sera 76, 77, je dis une bêtise. Ah oui. Celle que j'appelle Sylvie dans mon livre a repoussé plusieurs fois son acte parce qu'il y a eu la Covid, parce qu'elle a eu un petit-fils qui est né à l'autre bout du monde, donc elle a décidé d'aller le voir avant d'eux. Donc voilà, c'est pas en 2046. Si c'est en 2046, c'est très bien, mais ce sera peut-être en 47 ou en 48, peu importe. En réalité, c'est au moment où vous sentirez que la dépendance va pointer le bout de son nez. Il faut le faire juste avant. Vous savez, c'est l'image que j'utilise toujours, c'est celle du plongeoir. C'est-à-dire que quand vous montez sur un plongeoir pour sauter ou pour plonger, si vous y allez d'un coup, vous n'avez pas peur. Si vous commencez à regarder en bas et que vous avez peur, là vous hésitez et parfois vous renoncez. Je commence le dire avec ça, elle a eu peur ce soir-là. Faut pas penser que c'est facile à faire. Évidemment, elle était terrorisée. Et moi aussi, j'ai peur. J'ai pas envie de mourir, j'ai une vie formidable, je suis très heureux. Mais je ne veux pas affronter ce qui vient après. Voilà, ça c'est mon choix. J'espère que je serai libre de ce choix-là. Et c'est tout. Mais Thomas, tout à l'heure, Sarah disait que vous avez assisté au suicide de celle que vous appelez Sylvie dans ce livre. Je précise que c'est interdit par la loi. Est-ce que vous craignez aujourd'hui des poursuites ? Est-ce que vous craignez d'aller en prison ? Évidemment que je crains des poursuites. J'ai peur d'être poursuivi, j'ai peur d'aller en prison, j'ai peur d'être condamné. Voilà, encore une fois, moi je suis pas un porte-drapeau, je suis pas un porte-parole. Je raconte une histoire parce que c'est une histoire incroyable, parce que c'était une femme incroyable. Évidemment que j'ai pas envie de me retrouver derrière les barreaux. Enfin, vous connaissez un peu ma vie. Elle est formidable. Voilà. Bon, après, c'est un choix aujourd'hui que je suis obligé d'assumer à cause de mes mots. Vous avez envoyé ce livre aussi aux enfants de Sylvie ? Oui. Et ils en ont pensé quoi ? Alors, j'ai eu un seul retour pour l'instant. Il a trouvé le livre très beau. Il m'a remercié. Et voilà. C'est son fils ? Elle a 3 fils, ouais. Le deuxième habite très loin, donc je pense que le livre est... il a dû arriver, là, voilà. Donc, le temps de le lire, de récupérer, voilà, etc. Voilà, moi, c'est aussi un hommage à leur mère, parce qu'on était amis. Et c'est ma vision de leur mère. Voilà, je la décris comme je la voyais. Je raconte nos conversations. C'était pas quelqu'un de parfait, mais qu'il est, voilà. Voilà, j'espère qu'ils le prendront comme ça, comme le récit des dernières heures de leur mère, et comme un hommage. Bien, Thomas Misraki, on termine cette interview avec notre dernière rubrique, au suivant. Alors ce mardi, et comme quoi la boucle est bouclée et qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, nous recevrons Hugo Clément, figurez-vous, sur ce plateau. Alors non pas pour parler de ce livre, même si on pourra quand même peut-être lui poser une petite question sur le souvenir que cette femme lui a laissé au cours de sa carrière, puisque c'est lui qui a effectivement fait l'interview qui vous a ensuite donné envie de suivre cette femme. Mais il viendra nous voir pour un nouveau magazine de société diffusé en direct sur France 2, ça s'appelle Nos Grandes Décisions. Est-ce qu'il y a déjà des décisions que vous aviez regrettées, vous, Thomas Misraki, dans votre vie ? 1000 à l'appel. C'est vrai. Je suis le spécialiste de la mauvaise décision. Voilà. Donc oui, bien sûr. Enfin, qui ne regrette pas. Si vous pouviez refaire des choses, vous feriez probablement les choses différemment. Et encore, quoique je ne suis même pas sûr de ça. Mais voilà, après des regrets majeurs, non, j'en ai pas parce que voilà, on est comme on est et on fait pas toujours les choses qu'il faudrait qu'on fasse, mais c'est comme ça. Vous n'avez jamais regretté d'avoir quitté BFM pour TF1, pour le groupe TF1 ? Vous avez quitté les plateaux, la présentation, ça vous manque pas ? J'en ai fait de la présentation. Si j'additionne Bloomberg et BFM pendant plus de 20 ans, il était temps de faire autre chose. Après, j'en ai encore de la présentation un peu sur LCI de temps en temps. J'ai des projets ici et là, donc je voudrais vous en parler si ça se concrétise, mais c'est pas complètement derrière moi, mais là, pour l'instant, je travaille dans un groupe où j'apprends beaucoup, où je ne suis pas encore au niveau où je devrais être. Et donc, c'est super motivant. Quand vous dites que vous n'êtes pas au niveau où vous devriez être, ça veut dire que vous ambitionnez autre chose ? Non, pas du tout. C'est que je regarde mes petits camarades dans la rédaction et je vois qu'ils sont meilleurs que moi. Donc, dans ce sens-là. Donc, j'ai envie de continuer à progresser. Voilà, c'est pour ça. Et une fois que j'arriverai à ce niveau-là et que je maîtriserai totalement la chose que je fais maintenant, il sera temps de passer à autre chose. Mais non, on verra. Puis, voilà, qui peut prévoir ?
Et quel regard vous portez sur la vague de départ successifs qu'on observe depuis plusieurs mois à BFM TV? Il y a eu Aurélie Casse, Pascal Delatour-Dupin, Jean-Baptiste Boursier, Boris Toussaint. Que des gens qui ont un talent fou. Et donc ce talent, ils ont besoin, au bout d'un moment, vous savez, c'est toujours pareil. On est dans une entreprise ou dans un cercle professionnel, on a besoin d'aller voir ailleurs pour se challenger. Hasard du calendrier, s'ils s'en vont tous en même temps, c'est pas parce que, je sais pas, la ligne moi, édito... je suis plus à BFM depuis 3 ans, donc je peux pas vous dire ce qui se passe dans la rédaction. Ce que je peux vous dire, c'est que ces gens-là, je les connais très très bien. Certains sont des amis très proches. Donc moi, je sais qu'ils avaient besoin, eux, je vous parle de leur cas personnel, de challenge. C'est le cas pour Aurélie, c'est le cas pour Pascal. Pour Jean-Baptiste, je crois aussi qu'il avait envie de faire autre chose, qu'il voulait sortir des week-ends. Bruce, très sincèrement, on lui a proposé un truc que personne ne peut refuser, voilà, et qui est taillé pour lui. Donc, pour tous ces cas-là, oui, si vous ajoutez tout le monde et vous dites c'est bizarre quand même, tout le monde part en même temps, mais pardon. Il y a la ligne édito, on dit qu'elle est un peu plus people qu'avant quand même, que ça peut déranger en interne. Bien sûr. Alors, ils ont fait beaucoup d'Alain Delon, de Pierre Palmade, mais voilà. Mais après, les audiences suivaient aussi. Donc BFM TV, ça marche aussi comme les autres chaînes info en regardant ce qui se passe du côté audience. Donc voilà. Mais si vous regardez chacun de ces personnes, Bruce Toussaint présente la matinale de TF1, pardon. Aurélie Casse, c'est à Célébdo, pardon. Pascal, elle a une émission sur C8, elle a doublé la case. C'est pas des petits postes. Je veux dire, ils sont pas partis parce qu'on les a poussés dehors ou parce qu'ils étaient malheureux. Ils sont partis pour mieux pour eux. Voilà. Thomas Misraki, c'est à votre tour de poser une question à notre invité du lendemain. Nous recevrons donc Hugo Clément. La caméra se trouve en face de vous sur le socle en bois, je vous en prie. Alors Hugo Clément, d'abord merci parce que sans vous, sans toi, je ne sais pas si on se tutoie ou si on se voit, mais en tout cas sans vous, ce livre n'aurait probablement pas vu le jour. Et moi, ma question, elle est toute simple. En matière d'écologie, comment rester optimiste avec tout ce qui se passe ? Merci beaucoup Thomas Misraki d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, Le Dernier Soir. C'est aux éditions Grasset. Vous êtes journaliste aussi pour le groupe TF1. Merci d'avoir été notre invité. Damien. Et le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.